Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de Ethereum qui aurait été infiltré par un autre projet crypto. Ils auraient payé des développeurs de la fondation Ethereum. Je vous dis tout. On va parler d'advisor et on va revenir sur les subtilités de ce job. On va parler aussi de plein d'autres choses, de piratage. Je vais vous parler aussi de l'avenir de l'USDT en Europe et pas mal d'autres sujets. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Au niveau du cours des crypto-monnaies, légère baisse aujourd'hui. Bitcoin, Ethereum, moins 0,4, moins 0,3%. Solana en hausse de 2,7%. Si vous voulez soutenir la chaîne aussi, vous pouvez vous inscrire sur Bitvavo, l'exchange partenaire. Il y a 10 euros offerts pour tout nouvel utilisateur qui dépose 10 euros sur la plateforme. N'hésitez pas à vous inscrire, le lien est dans la description. C'est un exchange partenaire qui a la licence PSAN, hein. Et on va passer à la suite tout de suite. Alors, au niveau du Bitcoin, je vous ai dit, il y a un indicateur qui n'est pas très bon autour du Bitcoin, c'est le nombre de nouvelles adresses créées sur le réseau Bitcoin, qui est au plus bas en fait depuis 2018. On est à une moyenne sur 7 jours de environ 270 000 nouvelles adresses créées, alors qu'au plus haut, il y a quelques mois, on était à 648 000 adresses. Il y a vraiment une forte baisse et c'est très étonnant qu'on soit à ce niveau-là. Ça veut dire qu'il y a de moins en moins de nouveaux utilisateurs ou en tout cas de moins en moins de nouvelles adresses créées qui est en sorte permet d'avoir une indication, hein, sur la quantité de combien de nouveaux utilisateurs arrivent sur le réseau, même si les anciens utilisateurs peuvent créer des nouvelles adresses, mais ça montre quand même qu'il y a de moins en moins de nouvelles personnes, je pense, qui arrivent sur le réseau Bitcoin. Et pour moi, ça montre quand même cette tendance qu'on observe depuis un certain temps. On n'a pas encore le grand public qui est là, on n'a pas encore trop de monde en fait sur le réseau Bitcoin et on a aussi d'autres blockchains qui commencent à faire parler d'elles plus que le Bitcoin ou en tout cas qui ont un meilleur momentum que le Bitcoin. On peut parler de Solana avec toute la folie memecoin. Je pense qu'ils ont plein de nouveaux utilisateurs qui arrivent pour trader des memecoins, des shitcoins sur Solana en ce moment avec Pump.fun d'ailleurs dont je vais parler dans un instant. Ah bon, je pense que ça va repartir, mais quand, je ne sais pas, et tous ceux qui vous disent qu'ils savent quand ça va repartir, honnêtement, ils vous mentent parce qu'on n'en a absolument aucune idée. Ensuite, on va parler de airdrop et ZK-Sync, le très gros projet ZK-Sync qui existe, hein, déjà. Vous pouvez déjà réaliser des transactions sur ZK-Syncer, etc. Mais ils n'ont toujours pas de token. Ils viennent d'annoncer qu'ils comptaient donner l'airdrop d'ici fin juin. Ils l'ont pas dit dans ces termes-là, mais ils ont dit qu'ils comptaient donner les clés de la gouvernance ZK-Sync à la communauté d'ici fin juin. Mais attention, on peut potentiellement voir quelque chose de similaire à ce qu'a fait Eigenlayer, c'est-à-dire ils peuvent réaliser l'airdrop d'ici fin juin, mais rendre le token non transférable, c'est-à-dire que les personnes pourront voter pour les propositions de gouvernance, mais ils ne pourront pas vendre ces tokens. J'espère qu'ils ne vont pas faire ça, mais c'est une possibilité. Donc bon, voilà, en tout cas, on en saura plus d'ici un mois et quelques jours, et ça, c'est déjà bien. Je vous ai dit qu'il y avait un très gros projet qui essayait de corrompre Ethereum et les développeurs Ethereum. En fait, on parle de Eigenlayer. Alors, Ethereum, on ne présente plus Ethereum, le deuxième plus gros projet crypto en termes de market cap. Ils ont une fondation, la Ethereum Foundation, qui emploie pas mal de chercheurs qui font des recherches sur Ethereum, des développeurs aussi, qui étudient un peu le futur d'Ethereum et qui participent au développement de l'écosystème. Et là, en fait, on vient de voir que Eigenlayer et la fondation plutôt Eigenlayer, eh ben, ils avaient payé pas mal de développeurs de la Ethereum Foundation. 3 développeurs précisément, et c'est des sommes énormes. Alors comment ça a commencé? Je vais revenir sur tout ça et vous donner les détails. Ça a commencé avec un tweet de Vitalik qui disait qu'il était fier vraiment qu'au sein de l'écosystème Ethereum, il y avait plein d'avis divergents sur le sujet, que tout le monde pouvait échanger, donner son avis sur tout ça. Et il y a Kobe, qui est une figure du crypto Twitter, qui est très actif depuis de nombreuses années maintenant. Il est vraiment l'un des OG du crypto Twitter, qui a posté que, mais il a demandé à Vitalik, mais qu'est-ce qu'il pensait des développeurs de la fondation Ethereum ou des chercheurs qui acceptaient des packages pouvant valoir des millions de dollars pour devenir des advisors, des conseillers d'autres projets qui pourraient avoir un conflit d'intérêts avec Ethereum. Et il a dit, prenons l'exemple purement théorique de Eigenlayer. Ça, c'était le 18 mai. Et le 19 mai, qu'est-ce qui est arrivé? On a Justin Drake. Justin Drake, qui est un chercheur très connu au sein de la Ethereum Foundation. Il a participé vraiment à plein de choses. Il est très bon, honnêtement. J'ai rien de mauvais à dire sur Justin Drake. Et il a dit, voilà, je viens de devenir un advisor de l'Eigen Foundation. Il a dit que ce poste venait avec un package très important. On parle de plusieurs millions de dollars en token Eigen qu'il allait débloquer sur 3 ans. Il va pas toucher tout de suite une trop grosse somme d'argent, mais il va les toucher au bout de 3 ans, en tout cas petit à petit.
Et il a dit qu'il comptait réinjecter un peu tout ça dans l'écosystème Ethereum, tous les gains, mais bon, il va réinvestir sur des projets Ethereum, ça reste quand même son argent, il peut même donner des dons, mais bon, bref. Tout ça pour dire que voilà, il a maintenant rendu le fait qu'il était payé par la fondation Eigenlayer de manière, de manière transparente, maintenant tout le monde le sait. Et il a dit aussi qu'il y avait 3 autres développeurs ou 3 autres chercheurs qui étaient, 2 autres personnes qui étaient payées aussi par la fondation Eigenlayer. Un, parce qu'il était aussi un advisor, un deuxième parce qu'il était un investisseur, donc il n'est pas payé directement, mais le jour où il aura les tokens Eigen qui vont vester, il pourra les toucher. Donc bon, il dit il faut pas s'inquiéter, lui il va travailler uniquement sur les risques associés au restaking. Je pense effectivement c'est sa spécialité de faire de la recherche sur les risques associés au restaking, c'est très bien, il faut bien que quelqu'un étudie ce type de choses. Mais bon, ça montre quand même qu'il va d'une certaine manière être influencé par les millions de dollars qu'il a en token Eigen. Imaginez qu'il va dire quelque chose qui va complètement détruire ou qui va me remettre en question l'existence même de Eigenlayer. Il va dire bah, si je fais ça, je vais perdre quand même mes tokens. Je vais perdre quand même mes tokens, je vais perdre quand même les millions de dollars que je peux toucher, que je pourrais toucher. Ça veut dire qu'il ne sera pas complètement indépendant. Ça, c'est un peu problématique. Après, le point positif aussi, c'est qu'il aura tellement d'argent qu'il pourra travailler sur la fondation Ethereum pendant de très très nombreuses années sans avoir besoin d'autres sources de revenus. Et ça, c'est plutôt bien d'avoir des personnes qui ne sont pas dépendantes d'autres sociétés. Mais bon, ça montre quand même une limite de la fondation Ethereum. J'espère qu'on va savoir aussi qui sont les deux autres personnes, l'investisseur et l'advisor. C'est juste surtout pour quand on va voir leur interview, quand on va voir leur proposition de gouvernance, il faut se dire, bah, ils sont investisseurs dans le token Eigen et ça pourrait avoir une influence et c'est nécessaire de connaître cette information-là. Alors, on va parler maintenant de Pump.fun. Je vous ai parlé de cette plateforme qui permet de lancer plein de meme coins, plein de shitcoins sur Solana. C'est un succès monstre. Ils ont été piratés il y a quelques jours, j'en avais parlé. 2 millions de dollars. La personne qui avait piraté, je vous ai dit, elle était un peu folle. On connaissait sa photo, on connaissait son nom. Tout ça, c'était public. Et du coup, je vous ai dit, bah, il va sûrement se faire arrêter. C'est effectivement ce qui est arrivé. Il a été arrêté à Londres. Là, il aurait été libéré sous caution. Il est à l'hôpital. Mais bon, bref, tout ça pour dire, il faut jamais pirater un protocole, mais surtout si vous piratez un protocole et que vous avez votre identité qui est publique, c'est la chose la plus bête que vous puissiez faire. Ensuite, on va parler de l'Union européenne et de l'USDT. Je vous avais fait une vidéo sur le sujet où on parlait de l'avenir de l'USDT en Europe et je vous disais que pour moi l'USDT n'a pas d'avenir au sein des exchanges qui vont respecter le règlement MiCA, c'est-à-dire les seuls exchanges qui vont pouvoir faire de la communication, qui vont pouvoir faire de la publicité autour de leur exchange au sein de l'Union européenne. On avait Binance qui avait, je pense, annoncé aussi qu'ils allaient petit à petit, ou en tout cas ils allaient étudier la problématique associée à l'USDT. On a OKX qui avait annoncé retirer l'USDT. Et là on a Kraken qui vient de faire une déclaration assez surprenante en disant écoutez, nous on continue de lister l'USDT en Europe et on ne compte pas pour le moment délister l'USDT de l'Europe. On ne compte pas retirer l'USDT de Kraken pour les Européens. Ils disent, bah, on est en train d'étudier l'aspect réglementaire, et bien qu'il y ait certains points avec lesquels on ne sera pas d'accord, bah oui, il est possible qu'on s'adapte à la réglementation. Donc je pense qu'au final, ils vont faire comme tous les exchanges, ils vont retirer l'USDT de l'Europe, peut-être au dernier moment, mais ils vont finir par le retirer, il n'y a pas le choix. L'USDT, Tether plutôt, a annoncé ne pas vouloir se mettre en conformité avec la réglementation MiCA. Ça nécessite de trop lourds changements à leur niveau, il faut qu'ils aient une grande partie de leur argent dans des banques, alors qu'eux, ils veulent pas, ils placent ça dans des bons du trésor qui leur rapportent 4 à 5% par an. Ça n'a pas de sens pour Tether de faire ça. Et donc, pour l'instant, ils vont rester en dehors de la réglementation MiCA. Donc, pour moi, il n'y a pas de doute qu'ils vont disparaître des exchanges européens. D'ailleurs, on va parler un peu d'autres stablecoins maintenant, des stablecoins décentralisés, ou en tout cas lancés par des projets décentralisés. Je vais vous parler de MakerDAO qui vient d'annoncer 2 nouveaux stablecoins. En fait, c'est les successeurs du DAI. Ils ont annoncé le premier New Stable, qui est en fait le successeur direct du DAI parce qu'il va être backé. Donc les collatéraux, ça sera en fait des actifs du monde réel, des real world assets tels que des bons du trésor ou de l'immobilier tokenisé ou d'autres choses qui leur apportent beaucoup d'argent. Et le deuxième stablecoin, ça sera le Pure DAI. Ça sera le stablecoin qui se veut être le plus décentralisé possible. Un peu comme Liquity, où il y aura comme collatéral que de l'Ether ou des liquid staking tokens. Un peu comme Liquity V2, d'ailleurs, je ne vous ai pas encore fait la vidéo sur Liquity V2. Il y a plein de choses à dire. Le white paper, il vient de sortir. Ah bon,
de nouveaux stablecoins, mais la mauvaise nouvelle, c'est que le Pure Dai, il devrait pas arriver avant de nombreuses années, selon leur roadmap. Donc bon, c'est pas pour tout de suite, et je pense qu'il y aura d'autres stablecoins qui vont venir prendre la place de Pure Dai, tels que Liquidity V2. Donc, si vous voulez d'ailleurs vous former un peu plus sur tout ça, sur les stablecoins, la finance décentralisée, je vous offre plein de vidéos sur le sujet dans ma formation. Il y a du coaching aussi, n'hésitez pas à vous inscrire, vous avez le lien dans la description. On aborde plein d'autres sujets, vous avez la table des matières qui s'affiche ici, sinon c'est sur cryptoflashfrance.com. J'espère que le contenu de la vidéo du jour vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Alors, c'est une vidéo que je viens de réenregistrer parce qu'après avoir enregistré entièrement, je m'en suis rendu compte qu'il y avait encore un problème avec le micro. Toujours ce faux contact. Je vais d'ailleurs bientôt acheter mon micro, mon nouveau micro, s'il vous plaît. Je suis preneur encore de vos recommandations. Certains m'en avaient fait la dernière fois. Preneur d'autres recommandations. C'est quoi les meilleurs micros pour vous, pour les podcasts, pour les vidéos YouTube ou autres? Merci beaucoup et à bientôt. Allez, au revoir.